À mes côtés, Jérôme Marty, Country Manager France de Waze. Johan Girard, délégué national personnes âgées et domicile à la Croix-Rouge. Exactement, oui, bonjour. Merci beaucoup d'être là. Vous avez mené une expérience passionnante dont vous allez nous parler dans un instant. Nous sommes en ligne en théorie avec Véronique Marimont. Formidable. Vous Bonjour, êtes Véronique. Chief of Staff chez Salesforce. Salesforce France, exactement. On va commencer par la Croix-Rouge, peut-être, François. La Croix-Rouge avec, évidemment, cette période, les EHPAD qui ont été énormément mises en avant ces derniers mois suite à cette épidémie. Et forcément, les personnes âgées se sont retrouvées seules, sans visite de leurs proches. Ça a été terrible pendant plusieurs mois. Et pour briser cet isolement des personnes âgées, Johan, expliquez-nous un petit peu ce que vous avez mis en place avec notamment la tech et la VR. C'est passionnant. Exactement. La crise, effectivement, nous a tous impacté tout à chacun. Et les personnes en situation de fragilité et de vulnérabilité, comme les personnes âgées, étaient encore plus exposées. Malheureusement, des décisions, on va dire, où le prisme sanitaire a primé sur des décisions, on va dire, relevant aussi de manière un peu liberticide. L'enfermement dans les structures pour sécuriser sur la première vague, en tout cas. Nous avons anticipé immédiatement les conséquences de cela, puisque ça générait de nouveaux risques, et notamment le risque lié à l'isolement, puisque les personnes âgées, de par leur parcours de vie, leur situation et parfois aussi la fin de vie, peuvent malheureusement subir ce qu'on appelle des syndromes de désinvestissement, donc des syndromes de glissement, entraînant une dépression et parfois aussi malheureusement la mort. Et donc la lutte contre l'isolement a été un enjeu majeur. Et nous avons évidemment pensé au numérique comme en partie solutionné face à cette crise sanitaire. Parce que c'est vrai que c'est dans ces périodes, enfin quand on est comme ça tout seul, il faut stimuler en fait les personnes, c'est ça. Et justement quand elles étaient seules, la stimulation n'était plus là. Exactement. Donc il pouvait y avoir des isolements en chambre. Donc il y avait le manque de lien avec sa famille, ses proches, ses enfants, ses petits-enfants, arrière-petits-enfants. Donc il a fallu créer ce lien numérique par des solutions simples, de tablettes, de visioconférences, etc. Ça ne remplacera jamais le contact humain, mais en tout cas ça pouvait pallier dans cette situation, qui n'est pas finie d'ailleurs, même si l'ouverture est un peu plus marquée pour les visites. Évidemment, il y avait la notion de stimulation cognitive, parce que le fait de ne plus avoir de paramédicaux, les extérieurs notamment, où l'accompagnement des troubles neurodégénératifs pouvait entraîner une aggravation de cette perte d'autonomie. Donc les solutions numériques de stimulation cognitive ont pu répondre à cet enjeu. Et puis il y avait aussi tout simplement le besoin d'évasion, de lutte contre l'anxiété, et nous avons trouvé des solutions notamment à travers la musicothérapie avec des applicatifs. Et alors, vous avez utilisé des casques de réalité virtuelle, c'est ça ? Oui, exactement. Notamment, parmi d'autres choses. Exactement. On a déployé tout un pack numérique sur l'ensemble de notre offre de services. Nous avons 35 EHPAD en métropole et outre-mer, jusqu'en Nouvelle-Calédonie d'ailleurs, ainsi que des services de soins infirmiers à domicile. Nous avons déployé trois casques de réalité virtuelle sur chaque structure, avec donc des voyages immersifs, très agréables, avec des beaux témoignages d'ailleurs en termes d'impact pour les personnes, comme des casques de musicothérapie également, 5 par structure, 370 tablettes au total, à peu près entre 5 et 10 par établissement. C'est quoi les casques de musicothérapie ? Alors en fait, c'est le système de musicothérapie qui est porté par Music Care, que nous avons sélectionné, puisque je cherchais des solutions qui avaient aussi des preuves scientifiques, puisque vous savez, dans notre secteur, la silver economy, on est pas mal atomisé par de nombreuses solutions dont la preuve n'est pas toujours tangible. Donc j'ai souhaité effectivement qu'il puisse y avoir un accompagnement. D'ailleurs, j'ai fait une intervention, un colloque sur les maladies neurodégénératives, sur la mesure d'impact avec le professeur Platel de l'INSERM, sur l'enjeu de la musicothérapie comme intervention non médicamenteuse, avec une application sur Android, tablette, avec un casque que l'on met, qui permet sur un cycle hypnotique d'apaiser les personnes, lutter contre la douleur, l'anxiété, voire favoriser l'endormissement, puisque cette situation de confinement, effectivement, de stress, de peur, d'angoisse pour certaines personnes, peut aussi entraîner des troubles du sommeil. Et donc, oui, pardon, vas-y, je reviens un instant sur les expériences avec les casques de réalité virtuelle. Vous avez une petite vidéo, je crois, à nous montrer d'ailleurs ? Eh ben, je vous invite à la projeter. Eh bien voilà, c'est Allez, parti. on y va. Liberté. J'avais le casque sur les yeux et j'ai vu des éléphants qui s'approchaient de moi. Il y en avait un qui me balançait la trompe. Alors je lui disais, écarte ta trompe, mais j'avais l'impression d'y être. Avec le casque, j'ai voyagé à Venise. J'étais vraiment éblouie, enfin c'était super. Pour moi, ça nous fait voyager, ça nous apporte beaucoup de choses. Ouais, c'était émouvant, hein ?
C'est un témoignage court mais suffisamment clair pour montrer que le numérique peut être un véritable levier, alors qui n'est pas forcément à décréter du jour au lendemain. Vous savez que notre secteur a des forts enjeux dans les années à venir, et d'ailleurs le ministère déploie tout un plan de financement pour moderniser la place du numérique dans l'offre de services médico-social, et ça doit s'accompagner, et donc il va falloir faire évoluer les pratiques professionnelles. Il y a l'enjeu aussi d'autonomisation des personnes à son usage, donc accompagner toute cette fracture numérique, puisque ça peut être effectivement de voir un casque de réalité virtuelle peut être un peu anxiogène pour une personne de 90 ans dans son usage, de peur de le casser par exemple. La préhension des tablettes numériques effectivement pour des personnes qui ont des problèmes de praxie. Bref, autant d'éléments qui relèvent des enjeux d'accessibilité, d'accompagnement des professionnels, mais aussi de nos bénévoles, puisque vous savez qu'on a de 70 000 bénévoles à peu près à la Croix-Rouge, qui certains interviennent dans les EHPAD, dans les services à domicile pour accompagner cette lutte contre l'isolement. Il faut aussi les accompagner à ces nouveaux usages. Et comment a réagi le personnel soignant en fait? Il jouait le jeu aussi avec toutes ces technologies? Alors justement, puisqu'on a accéléré ce déploiement durant la crise, on a déployé les outils par vague, parce que l'idée c'est que ça ne devienne pas un outil dans le placard, et que ça soit vraiment, que ça trouve son usage au quotidien. Évidemment, dans cette phase où le Covid, on ne parlait que de ça, jour et nuit, ça a été vécu un petit peu comme Noël avant l'heure. Pour l'ensemble, d'ailleurs, je remercie l'ensemble des mécènes qui ont contribué à cette accélération durant la crise, qui ont une sensibilité tout à fait marquée pour les personnes fragiles. Et évidemment, les professionnels ont reçu ça comme un cadeau, et évidemment les résidents eux-mêmes, ils l'ont témoigné. Maintenant, c'est tout l'accompagnement et la formation qu'on va mettre en œuvre. C'est-à-dire qu'on a formé à peu près 86 référents numériques. À ce jour, nos ratios d'encadrement sont très tendus. J'espère que le futur projet de loi Grand Âge Autonomie nous donnera des moyens complémentaires. Mais dans l'attente, nous nous sommes appuyés sur nos ressources à ISOCOU existantes pour amener des éléments de formation complémentaires pour les aider à l'usage. Donc ça a été tout un déploiement. Et là, le 10 septembre dernier, au sein de l'accélérateur d'innovation sociale de la Croix-Rouge française, qui est au campus de la Croix-Rouge à Montrouge, nous avons inauguré le studio numérique en présence d'Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, et Brigitte Bourguignon, ministre déléguée à l'autonomie, sur justement comment accélérer cet usage, la formation par des solutions digitales de MOOC, d'e-learning, etc., puisque ça va être effectivement un accompagnement sur du long terme à ces nouvelles pratiques. Très bien, vous avez répondu à la question que j'allais vous poser sur la pérennité et donc le devenir de ces expériences en fait. Mais il y a quand même une réponse complémentaire à votre question, c'est que notre secteur n'est pas un secteur des plus financés en termes de pouvoir public. Là, nous avons eu effectivement de généreux mécènes qui nous ont accompagnés. Vous savez que toutes ces solutions ont un coût, soit à l'achat, soit sur des modèles économiques de location avec des abonnements, des licences. Bien sûr, de la formation. Et la formation, donc on s'est fait financer intégralement tout cela par, on va dire, l'opportunité malheureusement de cette menace de crise Covid, mais derrière c'est quid des financements publics, puisque nos structures n'ont pas forcément la possibilité d'ajouter des charges d'exploitation sur ces nouveaux outils, donc il y a un vrai enjeu de financement pour demain. Très bien, merci beaucoup Johan Girard de la Croix-Rouge. On passe à notre deuxième intervenant, François. Oui, Jérôme Marty, donc Country Manager chez Waze. Alors, comment Waze a vécu en fait cette période étonnante? Parce que le paradoxe, c'est qu'il y avait moins de monde sur la route. Oui. Voilà, ça c'est sûr. J'imagine que vous, ça a dû être impressionnant, la data, parce que évidemment Waze, c'est que de la data. Vous avez mis une espèce en place une sorte de tableau de bord chez Waze, c'est ça? Alors, des tableaux de bord, on en a un paquet. Vous en avez plein? On a un tableau de bord public qui s'appelle go/Waze/Covid-19. Si vous voulez bien le projeter, vous pourrez voir l'évolution du trafic en France sur 5 principales villes donc françaises au cours de la période du début de l'année à maintenant. Ce qu'on peut voir, c'est, je disais, 3 grosses périodes. Confinement 1 avec un indice de mobilité qui est 19, si on prend comme base de référence le mois de janvier sur une base 100. Mois d'août, un rebond phénoménal de la voiture, on est à plus de 150. Les gens partent en vacances. Et puis la France qui est plébiscitée. Bien sûr. Donc on verra aussi un des phénomènes, ça a été le retour en force de la voiture finalement pendant cette période. Et une phase 3 qui est la phase qu'on est en train de vivre le mois de novembre, où on est sur un indice de 63. Donc ça veut dire qu'entre le premier confinement et le second confinement, il y a une mobilité qui a été multipliée par 3,5. Donc un impact très très fort sur la mobilité. Vous voyez en bleu, donc on a différentes villes, celle qui se détache en bleu, c'est Marseille. Et ce pic, en fait... Les Marseillais aiment la voiture. L'été, c'est pas forcément les Marseillais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont descendus à Marseille, en fait, pendant les vacances. Effectivement, dans le sud, dans le Morbihan, qui ont été les zones les plus plébiscitées. Cet été aussi, ce qu'on a vu, nous, en donnant des datas comme ça, c'est les campings, plus 22% par rapport à l'année passée, de personnes qui se sont rendues dans des campings.
On a vu pendant le confinement aussi la ville de Paris qui s'est trouvée un petit peu dépeuplée au profit du Morbihan, de la Gironde, le département de l'Oise aussi, qui a vu énormément de personnes se diriger vers ce département. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre aussi si on regarde le trafic et la façon dont se découpe le trafic? Notre prime time, j'ai envie de dire, c'est le 6h, 9h. Et on a vu l'impact du télétravail, avec une part de trafic qui était de 19% avant le confinement, qui est passé à 16% pendant le confinement 1. Confinement 2, celui-ci, on est à 17%. Donc on voit qu'il y a un trafic qui se répartit de manière différente au profit des heures qu'on appelait creuses, 10, 12 heures, 14 Enfin, sur le périphérique parisien, moi je vois toujours autant de voitures. Hein. C'était fluide ce matin. Je suis venu un petit peu plus tardivement, mais c'était relativement fluide. Une demi-heure pour venir de Saint-Denis à rue de Berry. Oui, ça va. Voilà. C'est vrai que c'est pas mal. Et non, mais un point, je pense, qui est très important, on va parler effectivement aussi de commerce connecté. Oui. Un boom, vraiment un boom qu'on a constaté, c'est sur le click and collect, le drive, plus 50% par rapport au début d'année, plus 52%. Exactement. Donc il y a un vrai phénomène sur ce point-là. Et alors c'est là que vous avez mis en place une nouvelle solution pour fluidifier, faciliter le click and collect. Vous avez appelé ça le drive to store, c'est ça? Alors le drive to store, c'est... Ah non, c'est encore autre chose. Le drive to store, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on propose à nos annonceurs. Effectivement, ce qu'on propose, c'est effectivement, c'est de générer des trafics en magasin donc pour nos annonceurs, en point de vente. Donc c'est faire la preuve du point de vente. Non, ce qu'on a mis en place, c'est un nouveau format, une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle service en point de vente. Simplement, la possibilité pour les utilisateurs et pour les marchands de mettre en avant les services en magasin. Et donc, notamment, le drive et le click and collect. Faire savoir que, effectivement, aujourd'hui, mon restaurant propose effectivement un service de drive où je peux aller chercher les objets commandés sur Internet via un service de click and collect. Ça, c'est une fonctionnalité, effectivement, qui a, j'ai envie de dire, c'était une innovation qui a été portée, effectivement, par la crise et parce qu'on a pu constater sur la data, avec l'appétence des Français pour ces nouveaux modes de consommation, parce que plus sûr, finalement. 100% de nos annonceurs actifs ont activé, donc qui disposaient de ces services, l'ont activé. Je répète les chiffres, plus de 50% en termes de trafic généré. On en fait la promotion et c'est une fonctionnalité qui n'est pas seulement publicitaire, puisque c'est aussi un moteur de recherche au sein de l'application qui va permettre à nos utilisateurs d'identifier aussi leur service de... C'est-à-dire que directement dans le moteur Waze, les utilisateurs pouvaient ou peuvent maintenant chercher, je sais pas, on tape le nom d'un restaurant, le nom d'une supérette. On a carrément même une section drive. On se rend compte que c'est effectivement un critère de sélection aujourd'hui. Et puis on le voit, certains métiers aujourd'hui, la restauration ne peut que survivre que grâce au drive ou au click and collect. Donc on a d'ailleurs à cet effet mis en place des initiatives aussi pour le promouvoir, des initiatives avec nos éditeurs de cartes. C'est-à-dire qu'on a des formulaires simplifiés pour permettre à l'ensemble des PME de mettre en ligne ces informations et de aussi mettre à jour leurs horaires d'ouverture et les nouveaux services qu'ils ont mis à disposition des utilisateurs. On a mis en place aussi autre chose. Voilà à quoi ressemble en fait. Là, on avait une publicité d'un annonceur, mais c'est ce petit logo que vous voyez sur la droite. On a ce qu'on appelle le PIN. C'est un moteur de recherche. Ils ont recherché effectivement des restaurants avec du drive et on voit les différents restaurants. Et vous avez un de nos formats publicitaires qui s'appelle le takeover, Zero Speed Takeover, qu'on pousse aux utilisateurs quand ils sont à l'arrêt depuis 2-3 secondes, enfin plus de 3 secondes d'ailleurs, pour éviter de les perturber dans leur conduite. Au feu rouge. Bien évidemment. Voilà. Oui. Donc en fait, pour le commerçant, il est gratuit de s'inscrire, d'accord. Mais si après on veut promouvoir notre offre, etc., là, on fait de la publicité chez vous, tout simplement. Tout à fait. Là, ce que vous voyez, effectivement, le logo, McDonald's, en l'occurrence, pour ne pas le citer, fait de la publicité, donc il a ce qu'on appelle un lien sponsorisé, on le voit, il y a marqué publicité dessous. Ceux qui arrivent en dessous, c'est du référencement qu'on appelle naturel. D'accord. Donc effectivement, tout le monde peut y accéder et on soutient via l'Association française des restaurateurs. Sur le mois de novembre, on leur a offert un mois de publicité justement pour mettre en avant ces services de drive and click and collect. Donc c'est un petit coup de pouce à ce secteur qui est très touché par la crise. Merci Jérôme. Merci beaucoup. Allez, notre petite visio avec Véronique Mariman, qui est Chief of Staff de Salesforce France. Comment s'est passée cette période de 100% télétravail chez vous? Parce que chez Salesforce, vous êtes passé tout de suite après le premier confinement en 100% télétravail?
Alors effectivement, le télétravail. Salesforce en fait pratique depuis toujours le télétravail et finalement nos outils sont conçus pour travailler depuis n'importe quel endroit de manière collaborative et en toute sécurité. Donc tous les employés de Salesforce sont en télétravail depuis le 12 mars et le sont toujours aujourd'hui. C'est pour ça que je suis chez moi ce matin et pas avec vous. Alors c'est vrai, nous avions les outils informatiques, on est tous équipés dès notre premier jour en mobile, téléphone mobile et PC. On a aussi les outils collaboratifs, notre propre plateforme d'engagement, ce qui fait que la mise en place elle-même a été fluide et assez facile. Pour autant, on a fait face à quelques challenges, et c'est là-dessus qu'on a travaillé. Le premier, que j'appelle le restons connectés, c'est de maintenir le lien avec nos employés et de maintenir le lien entre nos employés. Et donc, pour conserver, maintenir un niveau fort de transparence et d'information, le comité exécutif de notre société, donc nous sommes une société américaine, donc notre board aux États-Unis, nous invite par exemple à participer à une réunion de 1h30 toutes les semaines. Ça, c'est au niveau global. Et au niveau de la France, on a un rendez-vous similaire que j'anime de 30 minutes toutes les semaines où nous mettons en visibilité les actions solidaires de nos employés. Nous invitons également des clients à venir témoigner et évidemment où nous informons en continu nos collaborateurs. Et puis on a aussi des réunions plus informelles, comme l'une que j'aime bien, qui permet à nos nouvelles recrues, parce qu'on a continué à embaucher depuis le 12 mars, donc on a de nombreuses personnes finalement qui ne sont jamais venues dans nos bureaux. Et donc on a un format d'accueil en mode icebreaker qui permet aux nouveaux venus, par exemple, de rencontrer les plus anciens. Alors ça, c'est un premier challenge. Et puis un deuxième challenge très important, évidemment, c'est la santé et le bien-être de nos salariés. Et ce n'est pas si simple avec cette nouvelle vie de bureau à la maison. Alors là, par exemple, chez nous, chaque salarié bénéficie d'une dotation de 450 € pour s'équiper avec, soit un double écran, une chaise ergonomique ou un répétiteur Wi-Fi sur lequel je suis en ce moment, afin d'être bien installé à la maison, donc pour pouvoir vraiment être dans de bonnes conditions de travail. On a mis en place, par exemple, des séances hebdomadaires de méditation, qui sont des séances guidées, qui durent 30 minutes tous les vendredis avant le déjeuner, et qui sont des séances qui sont organisées par nos employés. Et puis on a proposé aussi des aménagements du temps de travail. Par exemple, on ne fait pas de réunion le vendredi, pour avoir un moment où on peut se poser sur nos dossiers et ne pas passer d'une téléconférence à une autre. Et puis enfin, peut-être dernier exemple, chaque mois, on envoie une enquête à tous nos employés pour justement les interroger sur leur bien-être et s'assurer de l'évolution de la situation. Très bien. Et alors, évidemment, la question qu'on se pose, c'est de savoir ce que vous allez faire maintenant. Est-ce que tout cela va être pérennisé à 100% ou simplement partiellement? Il y a beaucoup d'entreprises qui ont déjà pris la décision, je crois, de pérenniser véritablement le télétravail. Et en plus, j'ai vu passer un sondage hier disant ou ce matin même, que les cadres étaient très très demandeurs, que ça devenait presque un élément d'appétence pour intégrer une entreprise aujourd'hui. Alors, nous aussi, on a réalisé une étude mondiale en fait sur le futur du travail, qui a interrogé, je crois, 20 000 personnes dans
dans 10 pays à travers le monde, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, dont 2000 en France. Hein. Et depuis que la crise effectivement de la Covid-19 est apparue, les entreprises ont largement testé le télétravail et la question du futur du travail s'impose, c'est vrai, comme un enjeu majeur pour les entreprises en termes de management, en termes de gouvernance et puis évidemment en termes pourquoi pas, voire d'impact sur les bureaux physiques. Hein. Et cette étude, elle montre que sur la France, le chiffre qu'on a, c'est que 52% des sondés estiment que le télétravail deviendra la norme et que pour autant, il existe des freins parce que plus d'un tiers des salariés, c'est 36%, affirment, hein, on en a parlé tout un petit peu avant sur cette table ronde, affirment ne pas disposer des technologies adéquates pour leur permettre de travailler efficacement à distance. Et enfin, il y a un autre enseignement, hein, c'est que 58% des Français exigent aussi des entreprises qu'elles adoptent 3 priorités dans les 6 prochains mois. Alors, garantir leur sécurité sur le lieu de travail, mettre en place le télétravail, et enfin s'assurer du bien-être. Donc, du coup, pour répondre à votre question, donc nous, avant la crise, hein, nous étions déjà sur un jour au moins de télétravail par semaine. Donc évidemment, on suit la réglementation, bien entendu, pour fixer un cadre sur ces nouvelles conditions. Et pour autant, c'est clair, cette expérience, elle modifie notre rapport au lieu de travail. Et nous irons, ce que nous disent nos employés, c'est que très probablement, ils vont augmenter ce nombre de jours de télétravail. Hein. Je disais qu'on était à un jour au moins. Ils font plutôt la demande de passer effectivement à 2 ou 3 jours de télétravail. Et ça modifie aussi, je crois, notre rapport au lieu de travail. On ira probablement au bureau plus pour la joie simple de se rencontrer, de se revoir. Oui, bien sûr. Des rapports humains, de se voir, pour maintenir la cohésion, pour vivre notre culture, et puis évidemment pour favoriser l'intelligence collective, pour innover, être créatif ou résoudre des problèmes ensemble. Donc finalement, chacun doit pouvoir travailler depuis n'importe où. Et ça, c'est aussi une accélération que l'on observe chez nos propres clients. Et oui, puisqu'on sait que certains problèmes se règlent plutôt à la machine à café plutôt qu'en réunion, hein, souvent. Et oui, c'est ça. Merci beaucoup, Véronique. Merci.